Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI1. Côte d'Ivoire-France, 10 ans de partenariat au service du développement. Le C2D fait le bilan. Une revue générale conjointe s'est tenue cette semaine à Abidjan avec un objectif, préparer la sortie du dispositif à l'horizon 2030. La rencontre de clôture, présidée par le Premier ministre, a eu lieu hier à la primature. Nous y étions. À Korogo, le député-maire sonne l'alerte dans les établissements scolaires. Lassina Ouattara lance la lutte contre les congés anticipés, la drogue et les violences à l'école. Une campagne de proximité qui mène avec la direction régionale de l'éducation nationale pour sauver la jeunesse communale. Et puis, le Gabon face à son destin. Moins de 2 ans après la fin du régime Bongo, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. 920 000 électeurs, 8 candidats et un enjeu de taille, la participation. Les autorités misent sur une forte mobilisation pour ce scrutin décisif. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial à Libreville. Elle nous dira dans un instant comment se déroule cette journée de vote. C'est une coopération qui porte ses fruits sur le terrain. Le gouvernement ivoirien et la partie française dressent un bilan satisfaisant de 10 années de mise en œuvre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. La revue conjointe qui s'est achevée hier à la primature ouvre la voie à une sortie progressive du dispositif d'ici à 2030. Marie-Chantal Akandan, Ulrich Adangon. Transformer la dette en levier de développement, c'est le pari réussi du contrat de désendettement et de développement C2D. À mi-parcours de sa 3e phase, la Côte d'Ivoire et la France affichent leur satisfaction. Je voudrais renouveler les remerciements de la partie ivoirienne pour cette proximité que nous avons su développer grâce à la bonne volonté qui anime les deux parties. La Côte d'Ivoire devrait constituer un ancrage pour le succès de la coopération entre votre grand et beau pays et l'Afrique, et notamment l'Afrique au sud du Sahara. Cet ancrage est modélisé par le C2D qui donne l'assurance que cette coopération est une coopération de proximité. Réunis ce jour à la primature pour la restitution des assises, ouvertes depuis le 7 avril dernier, les deux partenaires ont passé en revue les avancées majeures réalisées depuis 2012. Nous apprécions au plus haut niveau les études qui seront conduites pour voir l'impact du C2D dans les tissus sociaux. Il y a un impact réel et nous tenons à ce que cette étude mette en évidence la qualité de ce que le C2D apporte aux populations ivoiriennes. La qualité de la perspective que nous dessinons ensemble. Cette coopération doit être très dynamique et nous souhaitons qu'elle soit la meilleure possible. Depuis le lancement du programme, la Côte d'Ivoire a remboursé 1 740 milliards de francs CFA. Des fonds entièrement réinjectés dans plus de 45 projets à travers le pays. Le 3e C2D affiche aujourd'hui un taux d'engagement de 78% et les dernières conventions sont attendues d'ici la fin de l'année. On a vu tout au long de cette semaine l'évolution en quelque sorte des projets qui ont été menés avec de plus en plus des projets qui sont intégrés dans les ministères, qui sont portés de plus en plus par vos équipes. Et cette transition, je crois, est extrêmement importante. Nous allons vers la fin progressive de ces tranches de C2D. Les projets, certains sont encore à lancer, mais il est important de réfléchir à la suite et cette transition, notamment par les financements programmatiques, par les appuis budgétaires en complément des projets. On a aussi beaucoup parlé cette semaine des compétences qui ont été acquises par l'ensemble de vos équipes et qui vont permettre de pérenniser les projets. Et la Côte d'Ivoire a su investir tout en maîtrisant son endettement. Les deux parties ont convenu de renforcer la mesure de l'impact social et économique des réalisations. Reportage signé Marie-Chantal Akandan, Ulrich Adangon et Abou Soro. Souvenir
Émotion et devoir de mémoire. Hier vendredi, à Abobo et Yopougon, 2 stèles ont été érigées en hommage aux victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La ministre Belmondo Dogo a présidé la cérémonie aux côtés de plusieurs personnalités. Cela dans le cadre donc du processus de réparation engagé avec le soutien de la CPI, la Cour pénale internationale. Le récit de Michel Mambo. 11 avril 2025. 14 ans après la crise post-électorale, les souvenirs toujours vivaces dans les mémoires des victimes et des parents de victimes. Dans le processus de réparation, l'inauguration ce vendredi de 2 stèles. Nous sommes là pour dire merci à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir mis en place les structures et des institutions pour la réparation des victimes. Des œuvres mémorielles réalisées avec l'appui de la CPI, la Cour pénale internationale, à travers son fonds au profit des victimes. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans un processus visant réparation aux victimes. Et le fonds au profit des victimes a contribué à cet effort. Pour se souvenir et dire ensemble plus jamais ça. Une double cérémonie empreinte d'émotion. D'abord à Abobo, rond-point Anador, pour découvrir la première stèle baptisée de l'ombre à la lumière. Le lieu pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, d'appeler à tourner définitivement le dos à la violence et à s'inscrire résolument dans la dynamique de la cohésion. Toutefois que nous passerons ici, nous devons regarder cette œuvre qui doit nous rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas venus réveiller ce qui s'est passé. Nous sommes venus dire que nous avons un passé dont nous devons nous souvenir parce que nous sommes en année électorale, dont nous devons nous souvenir pour ne plus revivre ce que nous avons vécu. Nous devons œuvrer pour que la paix soit la chose la mieux partagée. Cohésion, paix, tolérance, les maîtres mots également du maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, surtout à l'orée des échéances électorales futures. Chères victimes, chers parents de victimes, certes, vous avez souffert et perdu des êtres chers. Il n'est pas facile d'oublier. Mais je vous demande de pardonner à vos bourreaux et de vous inscrire résolument, comme vous l'avez déjà fait, dans l'élan de solidarité et de pardon prôné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement. Cap ensuite sur la commune de Yopougon, quartier Yaosei, où la deuxième stèle, elle baptisée Résilience, est dévoilée. Bientôt, d'autres œuvres mémorielles seront érigées dans les régions du Guemon et du Cavali en mémoire des victimes de ces localités. Cap maintenant sur le Gabon, où les électeurs se rendent aux urnes ce samedi, moins de 2 ans après la présidentielle contestée qui a mis fin au régime d'Ali Bongo. Ils sont 920 000 appelés à départager 8 candidats, dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Sur place, pour nous, notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Alors, Alexis, bonjour. Quelle est l'ambiance en ce moment dans les bureaux de vote sur place? Bonjour Hamza Diaby, vous l'avez bien dit, nous sommes présentement à Libreville au Gabon où a débuté depuis 7 heures ce matin l'opération de vote pour la présidentielle de 2025. 920 000 électeurs gabonais sont appelés aux urnes pour départager les 8 candidats en lice, parmi eux le président de la transition, le général Oligui. Dans les différents centres de vote où nous sommes passés à bord de notre Gossem, c'est comme ça qu'on appelle les taxis ici à Libreville. Nous avons pu constater une très bonne organisation dans ce centre aussi. Vous pouvez apercevoir derrière moi des électeurs qui arrivent pour trouver leur bureau de vote et procéder à l'opération. Nous avons tendu nos micros à quelques-uns d'entre eux. Je vous laisse suivre. Je suis arrivée à 9h, j'ai voté, mon vote s'est très bien passé, très bonne organisation pour ces élections. Je suis très ravie. J'ai sillonné dans la ville depuis le matin avec mon véhicule et je constate jusqu'ici que tout est calme. Il y a quelques militaires pour la sécurité
et au niveau des bureaux de vote également. Je fais l'appel de remplir mon rôle de citoyen en venant voter, ici plus précisément à l'école publique de Badegege. C'est très important afin de choisir le bon candidat et qui sera un bon président. Et je pense que ça se passe très bien. Tout est tellement bien organisé par rapport à la dernière fois. Je suis très content de l'élection présidentielle 2025 qui vient de se dérouler. Je sais que c'est mon candidat qui sera au-dessus de la mêlée. Hamza, point important, celui du taux de participation. Après le référendum sur la Constitution qui a vu des chiffres assez mitigés, l'on en attend un peu plus pour ce scrutin. À cette heure, 4 candidats ont déjà voté. Parmi eux, bien sûr, le président de la transition qui était accompagné de son épouse. Merci Alexis Ouedraogo. On vous retrouvera certainement ce soir dans le 20h pour d'autres précisions. Bien de choses également à votre caméraman Jacob Kinibois. Retour à Abidjan où l'état-major général des armées a reçu une délégation de la prestigieuse école militaire américaine, le National War College. Un geste qui témoigne de la solidité de la coopération ivoiro-américaine face aux défis sécuritaires actuels. Jean-Marc Djadji était sur place. Près de 10 pensionnaires de l'école de guerre de la National War College des États-Unis à l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Ces officiers supérieurs interarmés et futurs généraux américains viennent s'enquérir de l'organisation et du fonctionnement des forces armées de Côte d'Ivoire. Ambition, renforcer la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les USA. Ce que nous faisons à la fin de l'étude, il y a des visites sur terrain qui se font afin de mieux appréhender et approfondir les connaissances qu'ils ont déjà développées, mais cette fois-ci sur le terrain. Raison pour laquelle nous sommes rendus ici, nous avons pu échanger avec certains qui sont experts dans le domaine pour mieux comprendre et mieux en tirer profit de leur expérience et partager aussi la nôtre. Nous avons eu des échanges enrichissants avec les étudiants de l'école de guerre. Nous avons parlé de nos stratégies, des possibilités que les États-Unis nous offrent et des différents champs de coopération que nous pouvons enrichir. La délégation américaine de la National War College prévoit une incursion dans des écoles militaires ivoiriennes. Cette visite s'inscrit également dans le cadre d'un protocole d'accord signé en 2004 entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour l'amélioration des capacités opérationnelles des deux armées. Eux sont désormais prêts à servir. À Korogo, 1909 élèves sous-officiers, dont quelques 400 femmes, ont reçu leurs épaulettes au sein de l'école de police Amadou Gonkoulibaly. Un vivier de talents formés pour servir et protéger avec intégrité. Un message fort donc sur l'engagement, la discipline et la relève. Ami Sissoko depuis Korogo, correspondance. L'école de police Amadou Gonkoulibaly à Korogo a célébré avec ferveur sa 4e promotion de sous-officier. Parmi les 1917 élèves initialement inscrits, 1909 ont été jugés aptes à rejoindre la police nationale, dont 402 femmes. La remise officielle des épaulettes, symbole de leur intégration, a marqué l'aboutissement de 2 années de formation rigoureuse, tant militaire que policière. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a exhorté les nouveaux sous-officiers à être des modèles de dévouement et d'intégrité. Chers élèves sous-officiers, aujourd'hui, en recevant vos épaulettes, vous faites le serment solennel de servir la République avec honneur. Vous êtes désormais appelés à veiller sur nos institutions. Vous êtes désormais appelés à protéger les Ivoiriens dans toute leur diversité, tout en respectant les droits humains et le code de déontologie policière. En tant que parrain de la promotion, le ministre des Transports, Amadou Koné, a également encouragé ses filleuls à toujours aspirer à l'excellence dans leur travail. Le métier de policier qu'ils ont choisi est très noble, mais extrêmement exigeant. Il s'agit de servir, comme l'indique la devise de la police nationale. Servir notre pays avec dévouement, intégrité et parfois jusqu'au sacrifice suprême. L'uniforme est un symbole de l'autorité de l'État. Il engage par conséquent
au respect des institutions. Cette journée a non seulement célébré la fin d'une formation, mais aussi le début d'une carrière dédiée au service public et à la protection des citoyens. Et dans cette même ville de Korogo, la lutte contre les fléaux scolaires est aussi un combat de proximité. Le député maire Lassina Ouattara mène une campagne de sensibilisation auprès des élèves pour dire non au congé anticipé, non à la drogue et non à la violence. Un message pour préserver l'école afin de mieux bâtir l'avenir. Ami Sissoko signe aussi ce reportage. À travers les lycées et collèges de Korogo, le député maire mène une campagne de sensibilisation axée sur les effets néfastes des congés anticipés. Accompagné de la direction régionale de l'éducation nationale, cette traditionnelle tournée de sensibilisation s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à mobiliser toute la communauté pour surmonter les obstacles à une éducation de qualité. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir M. le maire qui est venu prodiguer des conseils aux élèves, aux enseignants, vous les avez vus, demandant qu'il faut qu'il y ait une quiétude totale au lycée et que les résultats suivent. C'est un plaisir pour nous de voir le premier magistrat à côté de nous pour sensibiliser nos élèves sur l'importance de l'éducation. C'est primordial. Il est soucieux de l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire et plus particulièrement de ceux de la région du Poro. En plus des congés anticipés, Lassina Ouattara a évoqué des problématiques telles que la consommation de cigarettes, d'alcool et de drogue, ainsi que les violences et les grossesses en milieu scolaire. Je suis venu aujourd'hui pour parler avec les enfants, pour leur montrer que l'éducation est très importante pour son excellence Alassane Ouattara, le président de la République. Ils ont compris les enfants. Les enfants, ils m'écoutent beaucoup. Donner les conseils. Pour soutenir les établissements scolaires, la mairie de Korogo a distribué des centaines de tables dans plusieurs écoles, améliorant ainsi les conditions d'accueil des élèves. Par ailleurs, les congés de Pâques ont été fixés du 16 au 23 avril 2025. Dans un tout autre registre, le district autonome du Denguélé veut séduire les investisseurs. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le CPC, les autorités sur place ont dévoilé la vision du forum Invest in Denguélé, prévu pour positionner la région comme un véritable pôle de développement majeur. Retour à la cérémonie de présentation du forum avec Jean-Marc Djadji et Nick Eziaou. À la table de séance, une nouvelle feuille de route stratégique pour relancer le développement de la région du Denguélé est dévoilée. Cette feuille de route de l'initiative du Forum d'affaires d'Invest in Denguélé prend en compte divers secteurs d'activité. Portée conjointement par le CPC en partenariat avec le district du Denguélé, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'agence Côte d'Ivoire PME. Ce forum vise à faire du district un modèle de croissance économique pour le pays. Investir dans le district du Denguélé, il s'agit de créer des richesses et des emplois au niveau du district pour qu'on puisse transformer l'ensemble du potentiel immense que nous avons au niveau de ce district. Le forum Invest In sera également une lucarne pour promouvoir le savoir-faire local à travers une foire d'exposition organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Chaque région, district a des potentialités. Comment ces potentialités peuvent être transformées en opportunités d'investissement? C'est là où le CPC intervient, en travaillant avec le district de Denguélé par exemple, pour développer un portefeuille de projets. Le concept Invest In s'inscrit dans la mise en œuvre du pilier 5 du plan national de développement PND 2021-2025 qui promeut un développement territorial équilibré grâce à la valorisation des ressources économiques locales. Alors choisissez d'investir dans le Denguélé, vous avez tout à y gagner. Toujours dans la dynamique économique, un forum stratégique s'est tenu cette semaine à Abidjan entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Il s'agit en fait de booster les échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf et accélérer l'intégration économique. Dangui et Aboussoro reviennent sur les enjeux. Libre circulation des biens, des services, des capitaux et des acteurs économiques pour le développement des échanges commerciaux entre ces 4 pays. C'est l'objectif du Forum de coopération économique qui a réuni les secteurs publics et privés tchadiens, camerounais, centrafricains et ivoiriens pendant 3 jours. On a découvert que au niveau des entreprises
il y avait beaucoup d'échanges mais qui n'étaient pas souvent connus. On a vu qu'il y a une entreprise ivoirienne, par exemple, qui, elle, se transforme 20% du cacao camerounais de la production totale. Et également, en très peu de temps, a pu se hisser à la 3e place dans le monde bancaire et financier. Et également, il y a beaucoup d'hommes d'affaires camerounais en Côte d'Ivoire également. Et donc, nous avons voulu identifier ces différents acteurs pour pouvoir les accompagner. Au moment où le rideau tombe sur ce forum, reste maintenant à transformer ces recommandations pour le développement des échanges commerciaux entre ces 4 pays. J'ai bon espoir que la recommandation issue de cette première édition marquera la redynamisation de cette coopération bilatérale et la promotion des potentialités économiques. Cette première édition de ce forum de coopération économique entre le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale. Tandis que le continent mise sur la construction de son avenir, la nature, elle, rappelle parfois brutalement notre vulnérabilité. À Marawi, un petit village de l'Est ivoirien, une tornade d'une rare violence a tout dévasté. 66 habitations détruites, 2 blessés, des dizaines de familles livrées à elles-mêmes. Des cris d'appel au secours montent des décombres. L'AIP était sur les lieux. Le commentaire est signé Léon Brokwame. Marawi, à 80 km de Bondoukou. Seuls ont pu résister à la tornade les maisons modernes. Presque toutes les habitations faites de matériaux précaires, ravagées par la tempête. C'était le dimanche 6 avril. Il y a eu une grande pluie qui est tombée sur Marawi et accompagnée d'un grand vent. Et ce vent a emporté beaucoup de toitures, environ une soixantaine, avec 2 victimes, une dame et un monsieur. C'était vraiment un grand miracle, sinon on allait perdre la dame. Pas de perte en vie humaine, mais 2 blessés enregistrés en plus de la destruction de 66 habitations. Ama, l'une des victimes, a été retirée des décombres de sa maison par son voisin. Vers les 16 heures, là, je dis, je vais sortir. Je dis, non, si je sors là, peut-être les tôles, la manière que ça vient, là, ça peut me blesser. Donc, je suis rentrée dans la maison, j'ai fermé. Premier vent là, est venu, 2e vent, 3e vent. Là. Moi-même, là, je ne comprends rien dans la maison. Je vois voici la maison qui est tombée. Le brique là aussi m'a tapé sur mon oreille. Ma tête aussi, je suis tombée. J'étais évanouie. Ce cri du cœur d'Ama, repris par le chef du village de Marawi, Amadou Ouattara, plaide pour un plan d'urgence en vue de la reconstruction de son village. Plusieurs familles se retrouvent sans abri après le passage de la tornade. Toujours en région, cette fois c'est à Sianala que je vous emmène. C'est dans le département de Kouto et là-bas les femmes, elles font la paix. Autour du festival Faso Danser, elles enterrent les rancœurs pour promouvoir la cohésion sociale avec le soutien de l'ONG Mossad Bagoué. Jean-Marc Djadji et Siekwasi étaient sur place pour capter ces instants de réconciliation. Premier acte fort du festival Faso Danser 2025 à Sianala. Les femmes de la localité s'engagent à tourner la page de la méfiance afin de donner la chance à la paix. Chez nous, il y a la paix, il y a la cohésion sociale chez nous, tout le monde est content. Nous invitons toutes les femmes de Sianala à se mobiliser, à faire la paix, à s'entendre, à laisser les querelles pour que nous soyons toujours unis, 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 unis. La première édition du Faso Danser, une réussite. Au-delà des attentes pour l'ONG Mossad Bagoué. Nous sommes une jeune association qui accompagne les femmes et les hommes dans tout ce qui est comme action de développement. Nous sommes à notre première édition pour la célébration des femmes qu'on a communément appelée Faso Danse. Et cette Faso Danse, on a permis à ce que les femmes soient célébrées dans toutes les diversités culturelles. Mon souhait aujourd'hui est que la paix et la cohésion continuent de régner entre les femmes. Le top départ de ce festival a été marqué d'une pierre blanche par une vaste opération coup de balai. Plus qu'un acte citoyen, une démonstration de force pour les femmes de Sianala à regarder dans la même direction le développement.
Du côté de Vavois, dans le Haut-Sassandra, la culture devient une arme contre la drogue. La deuxième édition du concours La Voix d'Or a rassemblé plus d'une quinzaine de talents autour d'un message fort. La tradition et la modernité peuvent ensemble éduquer et inspirer la jeunesse. C'est Jean-Marc Djadji, notre Voix d'Or maison, qui était sur place. L'artiste Chemin Goïbi remporte le premier prix de la deuxième édition de La Voix d'Or, une compétition dédiée à la promotion de la musique tradimoderne de Vavois. Il s'est imposé devant 17 autres artistes après une prestation saluée par le jury. Initiée par l'Union des jeunes pour le développement de Vavois et vitrine de la culture locale, cette activité expose les performances artistiques qui valorisent l'héritage des peuples Gouro, Sokua et Niédébois. C'est la culture Gouro qui gagne, culture Sokua qui gagne, Vavois qui gagne, donc en ensemble. Car ça allait. Il faut dire aux jeunes d'arrêter la drogue et puis de prendre leur destin en main. Le destin en main, ça veut dire que même si tu n'as pas de sous-métier, tout ce que tu fais, tu es commerçant, tu vends garba ou bien tu vends charbon, prends au sérieux. C'est ce qui te nourrit, c'est ce qui peut nourrir tes enfants. Au-delà de la célébration, cette rencontre festive a également été un cadre de sensibilisation contre les méfaits de la drogue. Sous le thème « Jeunesse de Vavois », tourne le dos à la drogue et fais face à ton avenir. Partout où ce sera pour faire la promotion de la culture, je serai également présent. Pour dire aux jeunes, ils n'ont pas à perdre d'espoir. Ils sont l'avenir. Et quand on parle d'avenir, c'est d'abord la jeunesse qu'on regarde. Ils ont la force, tout ce qu'il leur faut, c'est de leur montrer le chemin pour qu'ils puissent s'insérer socialement. Le prix La Voix d'Or s'affirme comme un rendez-vous incontournable de la scène culturelle à Vavois, alliant tradition, modernité et engagement social. Construire un monde uni et sans violence, c'est le vœu de la Fédération pour la paix universelle. Elle a récemment inauguré un sanctuaire dédié à la paix mondiale en Corée du Sud, un espace de dialogue pour panser les plaies des conflits mondiaux. On reste avec Jean-Marc Djadji. Le dimanche 13 avril 2025, la ville de Gapyeong, en Corée du Sud, va abriter la cérémonie inaugurale du Cheonwon-gung, une bâtisse qui se veut le nouveau point de référence pour la paix dans le monde. Une fois fonctionnelle, elle abritera des activités et des séances d'éducation à la paix. Ce bâtiment servira également de lieu de communication et de partage culturel entre les différentes nations du monde. Un vœu cher du Dr Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation œuvrant pour la paix dans le monde, affectueusement appelée par ses proches et son entourage Mère de la paix. Divers événements majeurs vont précéder l'entrée au palais Cheonwon-gung. Parmi ces rencontres, le sommet mondial pour la paix, auquel prendront part plusieurs personnalités dirigeantes du monde, comme cela était le cas en 2022. Ce rendez-vous verra la remise du prix Sun-Ak pour la paix, qui honore les personnes et organisations ayant apporté des contributions significatives à la paix, au développement humain et à la résolution des conflits. Cette année, le montant du prix est de 1 million de dollars américains, soit 620 millions de francs CFA. Des personnalités, et non des moindres, ont déjà remporté ce prix. Parallèlement à la cérémonie d'entrée au palais Cheonwon-gung, se tiendra la bénédiction cosmique, une cérémonie marquée par des mariages collectifs à l'issue desquels des couples transcendant les barrières nationales et raciales sont mis en mission de paix à travers le monde. Environ 30 000 personnes sont attendues à cet événement, marquant l'inauguration du palais Cheonwon-gung. Donald Trump hausse le ton. Le président américain réaffirme que l'Iran ne doit en aucun cas disposer de l'arme nucléaire à la veille de discussions prévues à Oman. Un message fort alors que Téhéran dit rechercher un accord sérieux et équitable avec les États-Unis sur son programme nucléaire. En Afghanistan, 4 hommes ont été exécutés en public hier vendredi. C'est le nombre le plus élevé en une seule journée depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021. L'ONU et Amnesty International s'indignent et appellent à un moratoire immédiat sur la peine de mort. Tous ces ordres d'exécution ont été signés par le chef suprême des talibans, l'émir Hibatullah Akhundzada, qui vit reclus dans son fief méridional de Kandahar. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour le grand journal.